Bonsoir. L'école est un cadre de vie complexe, propice aux multiples manifestations dont la première semble vraisemblablement être l'apprentissage des comportements sociaux positifs. Bien évidemment, ces comportements sont inhérents aux enseignants afin d'assurer bien évidemment leur bien-être et pourquoi pas leur formation. Face à la résurgence des actes de violence perpétrés dans divers milieux scolaires, on est en droit de se poser la question de savoir si l'école reste encore un cadre adéquat de formation. Pour nous entretenir sur la question, nous recevons sur le plateau un invité de marque, pas de moindre. Son identité vous sera révélée après cet acte. Nous accueillons aujourd'hui en guise d'invité dans cette thématique fort courue qui justement questionne la violence en milieu scolaire dans une dynamique de savoir si cette violence est en dessus ou plutôt au-dessous de la réglementation. Nous avons comme invité Maître Aono, qu'on ne présente plus, Léonce. Maître, bonsoir. Bonsoir, Dr Tangana. Je salue les téléspectateurs de Glory Channel. C'est un plaisir pour moi de recevoir votre invitation pour cette émission Culture juridique. Je suis honoré d'être là aujourd'hui. Vous êtes clerc d'huissier? Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un certain nombre d'informations sur le quotidien de l'huissier? Ah oui, l'huissier de justice, c'est justement un officier ministériel qui travaille en collaboration avec le ministère de la Justice. C'est un praticien du droit qui est aux côtés quotidiennement du justiciable. C'est quelqu'un qui travaille dans le sens de permettre à chaque justiciable camerounais de rentrer facilement dans ses droits. Il est donc au service du ministère de la Justice. C'est une profession libérale. Et vous comprenez tout de suite ce que je dis lorsque je dis profession libérale, c'est-à-dire que ce n'est pas un fonctionnaire de l'État du Cameroun, mais justement il travaille pour le compte de la justice camerounaise. Oui, vous l'avez si bien dit, mais quand on convoque les huissiers, on convoque également des actes d'assignation. Elles sont multiformes, elles sont diversifiées, elles sont même catégorisées, mais il y a au moins seul une perception qui justement qui demanderait à d'aucuns à se poser la question de savoir qu'entend-on par acte d'assignation, et si la réponse peut être justement donnée par vous, comment donc faire pour assigner quelqu'un en justice également? Justement, un acte d'assignation, justement, c'est un exploit d'huissier qui permet à un justiciable d'assigner, assigner, c'est justement amener quelqu'un devant la justice, amener un infracteur devant la justice. Assigner, c'est amener un infracteur devant la justice par le biais d'un huissier de justice. C'est-à-dire que l'assignation, c'est un exploit d'huissier qui donne la possibilité à un justiciable qui s'estime être lésé dans un de ses droits et qui lui donne la possibilité d'amener l'infracteur devant la justice. On note quand même que vous avez une formation pédagogique, c'est-à-dire avant de rédiger un acte d'assignation, vous vous rassurez toujours, bien évidemment, de pouvoir produire sous le contrôle bienveillant, bien évidemment, du justiciable, ce que vous appelez comme acte d'assignation.
en présentant les avantages et bien évidemment les inconvénients. Ce n'est pas moi qui vous apprends quelque chose. On dit toujours, mieux vaut avoir un mauvais arrangement qu'un bon procès. Absolument. C'est pour ça que à chaque fois que nous recevons dans nos bureaux un client, on les appelle quotidiennement les clients. On leur dit très souvent que l'huissier de justice est un peu comme un médecin. Lorsque vous allez à l'hôpital, vous expliquez au médecin ce que vous ressentez. C'est après lui avoir expliqué ce que vous ressentez qu'il vous donne la méthode, la méthode à suivre. C'est que c'est lui qui vous dit quelle méthode, médecine il faut appliquer à votre mal pour que vous puissiez guérir facilement. Donc, nous prenons aussi le temps d'expliquer à nos clients certains préalables du droit afin de leur permettre justement d'évoluer dans le sens de l'arrangement qui parfois est mieux qu'un bon procès. Vous êtes dans une dynamique de pouvoir justement initier une autre fonction, une fonction pédagogique. Alors, pour faire dans le lien entre votre profession, autant pour nous, et la thématique qui nous lie, qu'entendez-vous mettre par éducation? C'est quoi l'éducation? L'éducation, justement, peut être perçue comme l'ensemble des apprentissages, des comportements physiques, psychiques, qui permettent comme ça à un individu d'afficher un comportement responsable, de s'épanouir dans une société. Maintenant, l'éducation, lorsqu'on rentre dans le contexte de l'éducation, de l'école en fait, c'est que l'enseignement... On le sait, que l'école a été imaginée et conçue par, on peut le dire, un empereur romain du nom de Charlemagne. Ah oui, oui. Et d'aucuns pleurent aujourd'hui, parce qu'en fait, certains estiment que l'école a ceci de particulier, c'est que avant d'avoir un diplôme, en fait, pour ceux qui ont vécu l'école avant les années 90, il fallait quand même avoir son postérieur aussi, pas au rouge. Parce que quand on dit un postérieur rouge, ça veut dire que le postérieur n'existait pas, mais un postérieur en rouge. Surtout lorsque la douleur est animée et implémentée par la maman, qui estimait justement que l'enfant devait être le meilleur de sa promotion. Alors, d'aucuns ont estimé que Charlemagne avait, dans son imagerie, dans sa conception, dans son idée de concevoir l'école, il a aussi également donné la possibilité au papa et maman, on peut le dire ainsi, d'affliger une douleur, on peut le dire légitime, aux enfants, afin qu'ils puissent être meilleurs de leur promotion. Mais ce n'est pas parce qu'on fouette, forcément, que le fouetté devient également promotionnaire ou leader ou lauréat de sa promotion. Quelle est la perception que vous faites justement de l'éducation en 2021 au Cameroun et bien évidemment en Afrique centrale, à l'ère des droits fondamentaux de l'homme? Le Cameroun a cité un certain nombre de chartes qui protègent les droits fondamentaux de l'homme, parmi lesquels le droit à l'éducation, le droit à l'enfance. Le regard à l'état actuel de l'école, on se dit qu'il y a eu on a beaucoup régressé parce que... Il y a eu beaucoup de recul alors? Il y a eu beaucoup de recul en la matière. Ça, c'est mon point de vue. D'autres pourront en penser autrement. Moi, j'estime qu'on a beaucoup reculé parce que à l'époque, lorsque, comme vous l'aviez si bien dit, lorsque les maîtresses et les maîtres utilisaient ce qu'on appelait la chicotte, c'était dans l'objectif d'amener l'apprenant. On voit aussi des officiers de police judiciaire fouettés, ou alors à l'aide de la machette, maintenant pas à l'aide de la chicotte, mais des justiciables. Ceux-là qui sont supposés avoir commis des infractions. Tout récemment, pas plus tard qu'il y a une semaine, on a vécu ça au commissariat du 18e arrondissement, la ville de Yaoundé. Et il a fallu justement la sortie officielle du délégué de la sécurité nationale pour condamner ces faits
justement également ramener les uns des autres à la logique de la construction de l'État de droit, c'est-à-dire un État justement qui promeut des droits et des libertés de l'homme. Absolument, absolument. L'exemple que vous prenez est vraiment palpable. Lorsque tout le monde a regardé cette vidéo, on se croirait être en 1960, mais que non, on était là en 2021. Et si en 2021, on continue dans nos commissariats à affliger des traitements aussi inhumains à des justiciables, on se pose des questions. Vous comprenez pourquoi, quelquefois, il y a beaucoup de frustration dans la société camerounaise, parce que très souvent, nous faisons un usage disproportionné de la force publique, et ce qui nous amène quelquefois à des bagarres entre des civils et des hommes en tenue. Ça se voit partout maintenant, parce que les civils ont finalement compris qu'il ne faut plus laisser faire ces hommes en tenue qui parfois font usage de leur force, de leur tenue pour commettre des abus d'autorité, parfois des abus de droit même sur des civils. Et je crois que le DGSN est à l'œuvre. C'est un monsieur, ça arrive rarement dans notre pays d'apprécier nos gouvernants. C'est un monsieur qui fait bien son travail et il a promptement réagi. Maître, justement, dans cette perspective également, est-ce qu'on peut dire quand même qu'il n'y a pas un problème de manque d'éducation ou de manque de culture? Parce que nous sommes dans une dynamique, comme vous l'avez si bien fait de le relever, de construction oui, d'un état de droit. Et l'état de droit est un état qui est au-dessus ou en dessous de la loi. La loi est censée, la loi légale, la loi conforme et la loi Bion est censée être supérieure, au-dessus autant pour nous, de l'État. Et tout institutionnel, y compris les hommes en tenue, ont l'obligation, y compris les enseignants et autres, ont l'obligation de respecter la loi en vigueur. Alors, est-ce qu'on peut dire justement que le véritable problème qui se poserait au Cameroun dans la dynamique de perception de cette déviance n'est pas en fait un problème qui se fait voir du fait de la mauvaise interprétation ou du refus total du respect des uns des autres, de pouvoir s'adhérer ou adhérer ou manifester de manière volontaire au principe d'acceptation de l'éducation, la politique nationale d'éducation, telle qu'elle est définie par justement les pouvoirs publics camerounais. Si je peux me résumer, est-ce que tout ce qu'on vit comme acte de violence n'est pas tout simplement une manifestation d'une contradiction officielle ou officieuse d'aucuns qui estiment que les pouvoirs publics ont échoué, qui voudraient peut-être justement s'arrimer dans une logique où l'homme se fait justice par soi? Oui, lorsque nous sommes dans un État comme le Cameroun, qui très souvent nous offre des spectacles où on applique que l'application de la loi est à géométrie variable, on applique certaines lois à certaines personnes et à d'autres pas. Parfois, c'est aussi un problème de méconnaissance ou parfois simplement d'ignorance des lois en vigueur en la matière. On peut aussi se dire que oui, on peut, comme c'est le cas très souvent, accuser l'État d'entretenir parfois cette méconnaissance ou même d'entretenir. L'État entretient comment? L'État entretient justement en laissant certains représentants de cet État poser certains actes sans réagir promptement, comme l'a fait le DGSN. C'est l'impunité. Donc vous convoquez l'impunité? Absolument. Quand on a un État qui n'arrive pas à sévir devant certains comportements de ses représentants, ça crée une sorte d'impunité. Donc on convoque une tolérance administrative. Mais il y a même un auteur camerounais qui a publié un ouvrage, l'État ailleurs. C'est-à-dire que l'État a foutu le camp au point où il se retrouverait ailleurs
et ce seraient des individus qui contrôleraient tout simplement la gestion de la société. Absolument, vous avez compris, parce que c'est pour ça qu'on a créé une expression qui pour moi est vide de sens, tolérance administrative, ça n'a aucun sens. C'était justement pour entretenir le cercle de l'impunité. Il fallait donc trouver des mots, des expressions pour présenter aux Camerounais que non, si on n'arrive pas à punir certaines réactions, c'est simplement par le fait de la tolérance administrative qui ne veut rien dire. Même sur le plan du droit, c'est une expression creuse. Vous comprenez que cette impunité est entretenue par notre État, ce qui fait que très souvent les justiciables ne font plus beaucoup confiance en cet État dans le cadre de son système judiciaire qui est très poreux. L'État nous offre un système judiciaire pas très répressif envers certaines personnes. C'est-à-dire, il y a certaines personnes en qui l'État est répressif, parce que le système judiciaire est répressif, mais il y a d'autres personnes en qui l'État est presque, elle reste presque mieux. Parmi les éléments quand même du droit à l'accès à la justice, on convoque quand même un principe qui n'est autre que l'égalité de tous devant la loi. Justement, alors, ce principe d'égalité devant la loi, ce principe qui ressort, c'est-à-dire vous convoquez une application à géométrie variable de la loi, serait donc justement la cause justement de l'alimentation qu'on serait en train de vivre et qui aboutirait justement à la manifestation d'une action, c'est-à-dire l'inconfort des Camerounais face au droit et qui les amènerait aujourd'hui à pouvoir tout simplement se faire justice au lieu de se faire rendre justice, tel que les consignes de la constitution camerounaise. Absolument, absolument. C'est pour ça que j'ai dit tantôt. C'est un manque d'éducation en fait. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que les justiciables camerounais ne se reconnaissent plus en ce système judiciaire qui... N'oubliez pas que vous êtes huissier. Absolument. Nous faisons face à ce genre de situation chaque jour. C'est chaque jour que nous recevons quelqu'un dans nos locaux qui vient nous expliquer des situations de droit un peu pareilles. Et très souvent, nous donnons des conseils, nous versons même parfois dans le cadre de l'éducation même populaire, l'éducation juridique de certains Camerounais qui parfois ne connaissent pas leurs droits. Alors, maître, quel est le quotidien d'un huissier? Justement, le quotidien d'un huissier, c'est le terrain, c'est beaucoup plus de travail de terrain parce que l'huissier fait beaucoup plus dans les procès verbaux de constat, c'est-à-dire lorsque vous recevez un requérant au bureau, il vous dit « j'ai été victime de telle chose, j'aurais fait un constat ». Avant d'engager une procédure judiciaire, le préalable, c'est parfois un constat qui est une pièce à conviction dans le cadre d'un procès judiciaire. Donc, c'est le quotidien d'un huissier. D'abord, les constats, c'est ça qui est plus requérant. Maintenant aussi, ce que l'huissier fait régulièrement, c'est-à-dire chaque jour, c'est beaucoup plus les sommations, c'est-à-dire permettre, parfois, dans le cas des rapports entre le bailleur et le locataire, c'est beaucoup plus l'huissier qui recadre souvent certaines choses qui, quand ça commence à aller dans tous les sens, c'est l'huissier, à travers ses sommations, qui remet de l'ordre lorsque le contrat entre les deux n'est plus beaucoup plus paisible qu'au départ. C'est l'huissier qui remet ça en ordre. Donc, l'huissier travaille beaucoup plus aux côtés des justiciables. C'est un praticien du droit qui ne reste pas dans les bureaux secrets, qui est beaucoup plus un homme de terrain. Raison pour laquelle on voit d'aucuns en jean tout le temps. Absolument. Pourtant, on déguise ce sucre derrière justement les justiciables. Parce qu'une assignation quand même, elle ne coupe pas les rues. On dira... L'assignation minimale est dans les 50 000 francs au Cameroun. On ne dira pas que l'huissier de justice sucre devant le justiciable. Au contraire, l'huissier de justice est même... Donc vous voulez dire que vous faites un sacerdoce? C'est presque le sacerdoce. S'il faut tout le temps aller sur le terrain faire des constats, alors qu'il y a d'autres qui restent dans les bureaux secrets. Comme qui? Comme les maïsas par exemple. Ils sont tout le temps dans les bureaux secrets, ils ne connaissent pas les réalités du terrain que connaissent les huissiers. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aide le justiciable à rentrer facilement dans ses droits. Maître, on a donc compris que justement vous faites
une contre-proposition à la violence. Une violence justement qui peut être illégitime, mais vous proposez à la violence illégitime une violence légale et légitime. Alors, mais qu'entendons-nous par violence? Ici, c'est le cas. C'est une question qui est posée par un internaute. Qu'entend-on aussi par quel est le but premier de l'éducation? Donc, vous avez deux questions. Quel est le but premier de l'éducation et qu'est-ce qu'on entend par violence? Le but premier de l'éducation, c'est justement de permettre à un individu de s'accomplir pleinement dans une société, c'est-à-dire d'afficher des comportements responsables dans le but d'aider la société à mieux s'organiser. Maintenant, la deuxième question, la violence. Sur la violence. La violence, maintenant, on peut dire la violence, c'est l'usage de la force physique ou mentale qui permet de contraindre ou alors de forcer un tiers ou alors une chose. Maintenant, la violence est légitime. On dit très souvent que c'est l'État qui a le monopole de la violence légitime. Le Léviathan. C'est-à-dire la violence légitime. L'État est un monstre froid. Absolument. La violence légitime entre donc dans le cadre de la justice. C'est-à-dire que lorsque... parmi lesquels vous? Ah oui. Dans ce système hiérarchisé de la justice, vous en faites partie. On vous appelle auxiliaire de justice. Justement, c'est pour ça que j'ai dit tantôt que... C'est quoi un auxiliaire de justice? Un auxiliaire de justice, justement, c'est un personnel judiciaire qui aide le ministère de la Justice dans l'exercice de la fonction judiciaire de l'État. C'est dans ce cadre-là que entrent les fonctions d'un huissier de justice. J'ai dit tantôt que je disais ici qu'on aide plus le justiciable. C'est plus un, ce n'est pas un travail qui nourrit son homme, c'est plus le sacerdoce. C'est-à-dire, lorsque le bailleur, je prends l'exemple, lorsqu'un bailleur se sent lésé dans son contrat de bail avec le locataire, c'est l'huissier qui vient en sapeur-pompier remettre le bailleur dans ses droits. Voilà un exemple qui démontre que l'huissier aide la pratique judiciaire au quotidien. Exactement. Maintenant, nous sommes en milieu scolaire, maître. Qu'entendons-nous par violence en milieu scolaire? La violence en milieu scolaire maintenant peut être perçue de diverses ordres. On a d'abord la violence sur les élèves. Exactement. C'est-à-dire... Violence sur les élèves. Violence sur les élèves, c'est-à-dire peut-être les enseignants qui commettent des violences sur les élèves. Il y a aussi les élèves qui commettent des violences sur les enseignants. On a vu des cas... Justement, ça devient très récurrent même actuellement. D'où la montée en puissance de l'incivisme. Nous avons nos apprenants maintenant qui viennent à l'école avec des armes blanches et qui n'hésitent pas à chaque fois qu'il y a un petit conflit de les utiliser soit sur leurs camarades, soit sur leurs enseignants. Et aussi, il y a des enseignants qui continuent malgré que ce soit proscrit, la chicotte à l'école. Il y a des enseignants qui continuent quand même d'essayer de ramener les élèves, les apprenants à l'ordre à travers la chicotte, à travers le fouet, ce qui est proscrit. Mais c'est une forme de violence. C'est une forme de violence que nous, on a subi à notre époque. Nous avions des enseignants qui nous bastonnaient copieusement. Oui, j'avais, moi, personnellement, mon grand-père, on l'appelait en langue vernaculaire Abenbidjo. Il avait un chant, plusieurs musiciens camerounais sont passés entre ses mains. Son chant c'était Abena, Junmabomot. Ça veut dire que Abena voudrait que je sois un homme, mais c'est moi-même qui fais tout pour ne pas en devenir. Après, il disait tourner l'an, ça veut dire que tourner le postérieur pour que je fouette. Et quand il fouettait, il n'est pas moins de 50 coups. De la matinée au coup moyen, il ne se fatiguait jamais. Et plusieurs sont devenus directeurs, peut-être pas ministres, je n'en ai pas connu, mais aujourd'hui qui ont reconnu en cet homme, justement, quelqu'un qui a eu à leur donner une valeur. Est-ce qu'au XXIe siècle, on peut dire
que cette perception des choses, ce que d'aucuns ont vécu jusqu'aux années 90, a été justement la cause des actes de violence en milieu scolaire. Aujourd'hui, où on retrouve beaucoup plus de jeunes qui manifestent des actes de violence envers leurs camarades. Est-ce que justement la violence, entre guillemets, légitimée à l'époque, c'est-à-dire dans les années 70, 90, a été cause des actes de violence non légitimés qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire tel que vous avez cité, des harcèlements des enseignants envers les enseignés et des harcèlements des enseignés envers les enseignés, ou alors des harcèlements des enseignés envers les harcèlements des enseignants également. Notons qu'on a vu dans une page Facebook une correspondance d'un élève, une lettre amoureuse. Vous l'avez lu. D'un élève, je pense, de la classe de 4e, qui a rédigé une lettre d'amour à son professeur, on peut le dire, langue française, de classe 4e également. Et il disait qu'il avait beaucoup d'affection, et on peut inciter. Il était un bon poète. Est-ce qu'on peut réellement dire que c'est cause justement de ce qu'on a vécu depuis les années 70, les années 90? Quelle est votre appréhension par rapport à ces actes? La violence n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle, elle est morale, elle est psychique, elle peut même être financière ou économique. Je ne dirais pas que la violence légitime, entre guillemets, à l'école de cette époque-là peut justifier celle que nos élèves sont en train de mener maintenant sur les enseignants. Moi, je me dis que la seule raison qui puisse expliquer qu'un apprenant puisse commettre des violences sur son enseignant, c'est la société actuelle. Nous sommes dans une société en décrépitude morale très avancée. Nous sommes dans une société où l'incivisme ne fait que gagner du terrain. Nous sommes dans une société qui, parfois, n'a plus de modèle. Nous sommes dans une société qui livre les apprenants, les élèves, à leur sort. Nous sommes dans une société qui donne aux élèves comme leaders soit des artistes musiciens qui très souvent chantent des chansons en dessous de la ceinture. Ça fait que les apprenants maintenant n'ont pas de véritable modèle. Il n'y a plus de modèle. Ceux qui sont présentés comme les modèles aujourd'hui sont ceux qui ont réussi. Ceux qui ont... Je vous prends un exemple pour ajouter de l'eau à votre moulin. Il y a des étudiants qui, je pense en 2005, qui se retrouvaient du côté de l'université Yaoundé de Soie. Et à cette période, un grand footballeur camerounais venait justement inaugurer l'amphi. Je préfère ne pas citer le nom. Alors quand d'aucuns ont appris que ce goléador arrivait, on a fait appel à la force de sécurité, c'est-à-dire les policiers, et on a demandé aux étudiants de faire toute une file. Mais cela voulait au moins se toucher le vêtement de ce goléador, et puisqu'ils étaient en train de braver la barrière de ces hommes en tenue, ils subissaient justement des actes de violence, c'est-à-dire des coups de matraque. Et il y a un jeune qui, lui, n'a pas regardé cela. Il a plutôt emprunté son véhicule, en fait, pas son véhicule, il a emprunté un car de transport en commun pour rentrer à Yaoundé. Et en cours de route, le chauffeur lui dit « Pourquoi est-ce que vous n'allez pas saluer tel ?» Il dit au chauffeur « Mais si je voulais être tel, je me serais inscrit dans une école de formation en football. J'ai choisi plutôt l'université Yaoundé de Soie pour qu'elle me forme. » Le lendemain, on a vu un brillant professeur des universités que vous connaissez, aujourd'hui recteur quelque part, arborer une tenue, en fait c'était le maillot de Lion, un notable du Cameroun à l'époque, avec le dossard 9. Il arrive, on attendait à ce qu'il, sur ce dossard, qu'on retrouve également l'intitulé de ce goléador. Mais en fait c'était son nom qui figurait, et des étudiants de lui dire
Pourquoi est-ce que vous mettez votre nom en lui place lui dit, il répond, si vous voulez être comme tel, allez dans une académie de football. Mais si vous voulez être de brillants juristes, parce que c'est un professeur de droit, alors copiez mon exemple, copiez l'exemple du recteur, enfin, elle n'était pas encore professeur Mikoaché, mais copiez l'exemple du recteur, copiez Jean Rivero, copiez on doit peut-être c'était lui, copier Benaremon Gimnendomo, copier Jean Rivero. Alors, est-ce qu'en fait, les actes de violence, c'était juste pour vous lancer en milieu scolaire, ne sont pas justement une émanation, comme vous l'avez dit, d'un manque de modèle? Alors, si c'est le cas, quel est le modèle qu'il faut adapter pour la société africaine en général et pour la société camerounaise? Puisqu'on vous dira, quand on est marié, et vous devez autre, Nathalie Nkouaye, autre composité, certaines personnes estiment qu'elles ont réussi, c'est leur modèle de réussite. Pourquoi est-ce que le jeune aujourd'hui voit plus la matière finie? C'est-à-dire, vous connaissez un brillant journaliste à Info TV, Arnaud Victoriada, on estime qu'il est arrivé, on estime qu'il faut être comme lui, mais on ne sait pas par le chemin qu'il a emprunté pour arriver là. Vous, par exemple, vous êtes huissier, on voit le chemin, on vous voit comme huissier, mais on ne sait pas par le chemin que vous avez emprunté pour aller là où vous êtes. Quel est le remède, ou alors, le remède que vous pouvez donner à la jeunesse camerounaise pour regarder le bon modèle, je parlerai du conseil, le bon modèle pour permettre justement à l'État également d'atteindre ses objectifs de développement et avec une société beaucoup plus apte à comprendre ce que le gouvernement voudrait faire pour atteindre ces objectifs qui s'est fixés. Pour vous? Absolument. Vous êtes jeune. Ah oui. Vous n'aviez pas attendu faire le concours de NAM ou de lyrique. Vous avez compris que votre orientation était certainement vers ce que vous avez convoqué vous-même dans un cabinet d'huissier. Mais on voit aujourd'hui plusieurs jeunes à chaque fois ruer vers les différents concours, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais alors, est-ce qu'il n'y a que ces concours qui peuvent permettre à la jeunesse camerounaise de pouvoir être aussi des acteurs majeurs dans le processus de construction de cette nation? Vous êtes que huissier. Absolument. J'ai beaucoup admiré votre petite histoire qui m'a... Ce n'était pas moi du tout de façon. Qui m'a un peu fait rire. Juste pour dire que oui, on ne peut pas aider l'État à atteindre ses objectifs de développement humain et même économique si on passe le temps à vouloir copier des gens qui n'ont pour seul objectif que courir derrière un matricule à la fonction publique ou alors courir derrière 3 kg d'air emballé dans un caoutchouc, comme le dit très souvent le professeur Claude Abbé. Exactement. Vous avez vu ces gens-là, justement, ils ont reçu 1000 francs, mais ils ont reçu des coups de matraque. À quoi ça servait d'avoir des coups de matraque si, après les coups de matraque, vous avez reçu préalable 50 coups de... En fait, 1000 francs pour recevoir après les 1000 francs, 50 coups de matraque. Justement, il est donc question de dire à nos jeunes Camerounais qu'il faut réintégrer les véritables canaux de l'éducation morale. C'est aussi ça, c'est pour ça que nous passons le temps à dire que notre système éducatif a été rendu très poreux. On a enlevé des matières essentielles que nous autres on a connues, comme l'éducation à la morale. Ça n'existe plus dans nos programmes scolaires actuellement. Je me dis que c'est de là que part même le mal. On n'apprend plus à nos élèves, à nos jeunes apprenants, comment se comporter peut-être devant les emblèmes nationaux, devant les institutions, comment se comporter devant un aîné, comment se comporter devant ses parents, comment se comporter devant son enseignant. Ce n'est plus appris. Nous, on nous apprenait cela à travers une matière bien précise, l'éducation à la morale. Il y a la citoyenneté. Maintenant, ça n'existe pas beaucoup. Oui, vous convoquez justement l'absence de ces matières.
On vous relance justement, maître. Qu'entendons-nous donc justement par violence en milieu scolaire et quelles en sont les causes? Oui, les violences en milieu scolaire, justement, on a dit ici que les violences peuvent être de divers ordres. Il y a la violence physique, violence morale, psychique, psychologique et même économique, comme vous l'avez si bien dit. Quels types de violences? Vous l'avez si bien dit. L'agressivité. L'agressivité, justement. Maintenant, les violences les plus récurrentes dans nos établissements scolaires, c'est beaucoup plus la violence physique et morale. C'est-à-dire, on a des enseignants qui continuent d'utiliser le fouet à l'école. On a aussi des élèves qui viennent à l'école avec des armes blanches qu'ils n'hésitent pas d'utiliser devant leurs enseignants. On a aussi des violences morales à l'école. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants parfois qui usent de certains subterfuges pour punir des enfants à travers peut-être les mauvaises notes lorsque... On appelle ça la promotion de notes canapé. Justement. Et il y a aussi la notion de la promotion collective. Maintenant, avec les nouvelles approches, ça va dans tous les sens. Et même lorsqu'on rentre même dans le cadre de l'école primaire, là-bas, on nous dit que les enfants n'échouent presque plus. Il s'agit de la promotion collective, c'est-à-dire les enfants commencent ensemble à la CIL, au cours moyen de ensemble. C'est un véritable problème dans notre système éducatif. Je me dis qu'il faut une totale refondation de notre système éducatif. Alors, vous convoquez le système éducatif, mais que dispose donc la loi camerounaise quand même sur l'orientation scolaire? Elle est précise à son article, je pense, 7, mais que dispose cette loi donc concernant justement la violence et les mesures édictées qu'il faut pour encadrer, contenir et maintenir des actes pareils? Justement, la loi sur l'orientation scolaire du 14 avril 1998 est claire là-dessus. Déjà, j'ai dit tantôt ici que le fouet était proscrit à l'école. Justement, à travers cette loi, on peut comprendre que l'enseignant n'a plus le droit de fouetter un élève. Mais sauf que lorsqu'on rentre maintenant dans la pratique, ça nous fait un peu avoir des élèves un peu... La pratique, maître, vous avez devant vous, on a vu dans des réseaux sociaux, en fait c'était des images. Après ce qu'on a vécu, du côté d'un lycée à Yaoundé, c'était des images qu'on a envoyées des enseignants face à ce qu'on appelle l'ardoise ou le tableau, mais d'aucuns étaient habillés en kimono et d'autres avaient par devers eux des machettes, des armes blanches, parce qu'ils essayaient de se prémunir eux-mêmes des actes de violence que pourraient perpétrer bien évidemment des élèves. Quelle est votre perception par rapport à ces images? On dit bien que ce sont des images, mais est-ce qu'en fait, on n'essaie pas d'envoyer un message pour dire que la réglementation, quelque part, elle est poreuse, qu'il faudrait peut-être donner la possibilité à ceux-là de se défendre eux-mêmes? Justement, je l'ai dit ici tantôt que cette loi est très poreuse. Oui, maintenant aussi... Il y a la légitime défense, bien évidemment. Justement. Mais est-ce que quand on convoit la légitime défense, c'est qu'on doit se dire, ça peut arriver, mieux jamais la bombe en machette? On ne sait jamais. Oui, justement, je voudrais dire que nous sommes aussi dans un État quand même qui a réussi à clochardiser le métier d'enseignant. Oui. C'est-à-dire, l'enseignant n'a plus le respect que nous autres, nous lui donnons. Pourquoi? À notre époque. Pourquoi? Justement parce que notre État... Moi, j'ai rencontré un monsieur qui a pensé le contraire. Il estimait que l'enseignant, en fait, en dehors de ceux-là qui sont en charge de faire les corrections lors des examens officiels, l'enseignant exerce son métier pendant 9 mois et il gagne son salaire de 12 mois. Il a son salaire pendant 12 mois, mais il fait 9 mois d'activité, 9 mois il est en activité, mais là, il perçoit 12 mois de salaire. Et que sur cette base, l'enseignant ne devrait pas trop se plaindre. Quelle est votre appréciation? Et il estime que si l'enseignant est mal loti, c'est-à-dire s'il ne met pas en costume, on vous voit, vous êtes très bien habillé,
si l'enseignant ne met pas un costume, et vous voyez généralement M. Victor Yada, c'est vrai qu'il est aussi il est journaliste, mais dans son rôle aussi, sa seconde attribution, il est aussi enseignant. Mais on n'a jamais vu mal loti comme Doukan. Le monsieur estimait donc justement que si l'enseignant est mal loti, c'est parce que lui voudrait justement y direct. Parce qu'il est quand même aussi, certains sont dans la catégorie A de la fonction publique. Pour lui, c'est la catégorie suprême. Il n'y a pas une autre catégorie supérieure à celle-là. Oui, justement, vous avez pris un meilleur exemple. Justement, mon ami Yada. Que vous connaissez. En fait, excusez-moi sur le site, c'est parce que je sais que vous connaissez. Justement, c'est pour ça que je voudrais prendre son exemple. On le salue, hein, quelque part. Vous avez si bien dit que, à part le fait qu'il soit journaliste, il est aussi enseignant. Vous comprenez que s'il est toujours bien loti, c'est parce que justement, il arrive à arrondir ses fins du mois. Comme tout bien de cours de répétition des collèges privés. Justement, mais sauf que dans ces établissements privés-là, ce n'est pas toujours évident. Le salaire, ce n'est pas toujours ce qu'on connaît. Vous savez bien de quoi je parle. Alors, juste pour dire que ce que moi je dis, c'est que l'enseignant, à l'époque, c'était un monsieur respecté, respectable. Il connaissait le prêtre, il connaissait le père, la famille, et il connaissait l'élève. Justement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Jean-Michel Cancan, en fait, celui-là avec son fils Dieudonné. Ah oui. Maintenant, sur les notes, Jean-Michel Cancan avait déjà récupéré le bulletin, mais Dieudonné vient nous dire qu'il avait eu 20 sur 20 partout. Élève très excellent. Mais en fait, Dieudonné avait échoué l'examen. Oui, oui. Mais Jean-Michel Cancan, lui, avait déjà le père, avait déjà le bulletin. Justement. Élève très dangereux, mais parfois même qui peut dépasser le mec. Et la femme applaudissait, mais le père disait, attendons, on va voir la suite. Justement, c'est des exemples comme cela. Et ça, c'est un acte de violence. Ce type de violence-là, elle est quoi? Elle dit une violence où l'enfant vient raconter des mensonges aux parents alors que le contraire se déroule à l'école. C'est une violence morale que justement que l'enfant inflige à ses parents. Exact. C'est-à-dire le fait de ne pas vouloir présenter le vrai bulletin et d'inventer un autre, justement pour que les parents ne se rendent pas compte. On parlait du numérique à l'époque. Pour que les parents ne se rendent pas compte de son mauvais travail à l'école. C'est une violence morale que l'élève inflige à ses parents. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est qu'il faut quand même que notre État essaie de revoir la situation de nos enseignants, parce que pour moi, c'est une question très sérieuse. Je me dis que c'est même la cause principale des violences que subissent ces enseignants aujourd'hui à l'école. Il faut dire que il y a 3 corps de métier qui gouvernent la société. Lesquels? On commence par l'enseignant, parce que c'est la base de tout, c'est la base d'une société civilisée. Il faut avoir un enseignant. Après l'enseignant, nous avons le médecin. Là, c'est tout le monde qui va se soigner. Lorsqu'on vit, on peut tomber malade à tout moment. Lorsqu'on tombe malade, on va chez le médecin. Après, il y a le juriste. Parce que absolument, le juriste arrive à régler les conflits de la société, parce qu'une société ne peut pas vivre sans conflit. Lorsqu'il y a un conflit, c'est vers le juriste qu'on accourt. Et donc, il faut que notre État comprenne que lorsqu'on arrive à clochardiser un métier aussi noble que l'enseignement, nous sommes en train de dire au revoir à l'éducation. Et nous avons les preuves à l'état actuel de la société camerounaise. C'est l'incivisme sur tous ces plans. Mais on reviendra sur l'incivisme. Alors, maître, nous recevons une question d'un internaute. Pour vous, on convoque des actes de violence en milieu scolaire. Quelles peuvent en être les causes? Quelles sont donc les causes des actes de violence en milieu scolaire? Oui, justement, je l'ai dit, les causes justement, c'est d'abord dans la loi de 1998 qui est très vous avez cité justement 14 avril 98 portant l'orientation de l'éducation, et qui est très poreuse, qui ne donne pas véritablement le pouvoir absolu à l'enseignant d'être le maître de sa salle de classe. Pourquoi? Que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, ramener le fouet, pour moi, c'est de ramener d'abord
certains modules d'enseignement Parmi lesquels aussi l'éducation à la morale. Oui. C'est très important. On voit justement les Camerounais de l'autre côté de l'étranger qui peuvent bien évidemment organiser des concerts avec des drapeaux qui exaltent la séparation. Oui. Pourquoi? Manque de morale, entre autres. Justement. On peut prendre ça parmi tant d'autres aussi. Ça, Ou comme un Camerounais qui peut refuser de prendre un drapeau lorsqu'on estime que lui-là doit être le fanion également. Absolument. C'est l'exemple palpable du manque de morale publique. Et que lorsqu'on a des... Vous avez cité quelques exemples là. L'exemple le plus récent là. Ou certains qui disent chercherie quand on chante l'hymne national. C'est absolument... Lorsqu'on voit un Camerounais qui peut organiser un concert à l'étranger et qui, dans la salle du concert, nous présente des drapeaux d'un pays imaginaire, qu'il prend le risque de mélanger au vert ou jaune avec étoile, qui est le drapeau de l'État du Cameroun, qui est un État unitaire décentralisé. C'est quand même assez gênant. On se dit que cet artiste-là manque de morale publique. On ne s'amuse pas avec les emblèmes nationaux jusqu'à ce point-là. C'est des exemples comme ça qui doivent permettre... Et vous avez convoqué des modèles. Pourtant, ils grainent des foules. Justement. Un artiste pareil graine des foules. Justement. Alors on cherche les causes. Vous comprenez pourquoi j'ai dit tantôt qu'il y a un déficit de modèles dans la société camerounaise. Les leaders, il n'y a plus de véritables leaders. Enfin, il y en a, mais sauf que les jeunes, les élèves ont une orientation sur les modèles, sur les leaders. Ils préfèrent plus ceux qui sont plus en vue. C'est-à-dire, c'est soit les artistes, c'est soit les footballeurs. Pourquoi? Justement parce que nous sommes à l'ère du numérique. Nous avons des enfants de 10 ans maintenant qui ont des téléphones Android qui sont... Je vous prends mon cas à moi. J'étais élève dans une école d'enseignement secondaire de la place. Je ne savais pas grimper. Je vous le dis, on appelle grimper celui qui peut escalader une clôture. Je ne savais pas grimper, mais je voulais grimper ce vendredi-là. Et j'avais réussi à grimper. Pour la première fois, j'avais réussi à le faire. Mais, arrivé de l'autre côté, j'avais rencontré ceux-là qui on appelait à l'époque les awashers. Je portais une tennis. On m'avait demandé d'enlever ma tennis et j'avais refait le chemin inverse. C'est-à-dire j'avais grimpé pour revenir à l'école. Alors, vous imaginez, est-ce que... C'est-à-dire, j'ai atterri et ils étaient là tout un vendredi soir en train de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Ils jouaient, c'est pas moi. Et quand j'ai atterri, ils m'ont dit, jeune homme, tu enlèves tes tennis pour passer. Et j'ai relancé mon sac d'écolier à l'époque pour regrimper, pour revenir à l'école. J'avais estimé à ce moment que l'école était le cadre le mieux adéquat pour moi, pour me protéger. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'élève voit plutôt l'extérieur comme étant un cadre qui le protège plus que le milieu scolaire? Oui, il y a aussi le manque de respect de nos lois en vigueur. Nous avons une loi quand même qui dit qu'il ne devrait pas y avoir de bars ou les ventes exactement à proximité. C'est-à-dire quand vous convoquez les bars, vous parlez de ventes emportées. C'est-à-dire des boissons et qui ne devraient pas les retrouver à proximité des écoles. Mais malheureusement, les établissements scolaires, on les retrouve. Juste parfois, c'est la barrière qui jouxte même la barrière qui sépare l'école, l'établissement de la vente de d'emporter de boissons. Vous comprenez que c'est aussi ça le problème. D'où l'envie des élèves à vouloir tout le temps sécher les coups, comme on dit trivialement. Vous appelez ça prendre une. Sécher les coups pour aller s'asseoir dans ces et prendre une. On ne sait pas de quoi ils parlent. Ils vont prendre une. Et faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Justement, c'est ça. Ce qui amène donc les enfants à fuir les établissements pour aller s'asseoir là où vous savez. Lorsqu'ils partent s'asseoir dans ces ventes emportées, non seulement ils prennent une, entre guillemets, ils font beaucoup d'autres choses que je ne veux pas dire ici. On a vu tout récemment au journal de la chaîne camerounaise à 20h30, des jeunes qui sont retrouvés dans un domicile privé en train de faire des choses
moins orthodoxes. Des jeunes scolarisés. Il faut le préciser, en tenue. Vous avez dit scolarisés. Il a fallu quand même qu'il y ait un acte de dénonciation d'un voisin pour pouvoir justement prendre ces jeunes. Et du côté de Kribi, on a également vu pratiquement la même scène. Et d'aucuns, pour masquer, ont convoqué une certaine secte. Alors, pour vous, est-ce qu'à la réalité, le jeune n'est pas en perte de ses repères et se masquerait devant l'échec des modèles pour pouvoir justifier également son échec? Moi, je connais quelqu'un qui nous a fait savoir que c'est par rapport aux émeutes ou aux villes mortes des années 90, comme il n'a pas pu poursuivre son cursus académique, que lui-même est devenu un bon vigneron de ce côté-là de mon village là-bas. Oui. Oui. Vous comprenez. Quand on dit les émeutes, il était à l'université, c'était vraiment de chercher une licence, il n'a pas pu l'avoir. Et ensuite, avec les émeutes, il s'est retrouvé en train de cueillir le vin blanc, le vigneron. Il est devenu un bon vigneron de ce côté-là. Oui, il y a le et il oriente plusieurs jeunes. Dans ce village, très peu prennent le CP. Hein. Celui qui fait plus à un BPC et devient, de manière curieuse, devient bon vigneron aussi. Ah oui, que faut-il faire pour éviter des cas pareils? Il y a le problème du manque de modèles. Oui. Il y a aussi le problème de la mondialisation au CRANS. J'ai évoqué tantôt le problème du numérique. C'est-à-dire, parfois, les enfants sont livrés à eux-mêmes. C'est la télé qui montre tout. C'est le téléphone qui présente donc l'outil par excellence, la formation. De la formation, de l'éducation des enfants. C'est le téléphone portable Android qui montre tout à l'enfant. L'enfant a la possibilité d'entrer dans chaque réseau social pour chercher ce qu'il veut et voir ce qu'il veut. C'est le véritable problème maintenant de notre jeunesse. Cette jeunesse qui est... Vous convoquez, c'est la cyberagression maintenant. Justement, cette jeunesse qui est pratiquement livrée à elle-même. Nous avons aussi le problème des conditions de vie même des Camerounais. C'est-à-dire que ces conditions de vie qui ne sont pas à même de pouvoir permettre aux parents de s'occuper de leurs enfants comme il faut. C'est des parents qui sont obligés de travailler parfois 20 heures sur 24. 20 heures sur 24 pour pouvoir assumer leur charge de parents. Donc, du coup, ils ne veulent plus s'occuper de l'éducation de leurs enfants. La régie nous fait des signes. Que doit-on faire? Que doit-on faire justement, maître, pour prévenir les actes de violence en milieu scolaire? Ça manque de sortie d'alternative. Justement, il faut d'abord redonner à la profession d'enseignant ses lettres de noblesse. Oui. Il faut permettre à l'enseignant de devenir le maître de sa salle de classe. Il faut remettre des modules d'enseignement, comme je l'ai dit ici, à savoir l'éducation à la morale. Et il faut travailler à présenter à la jeunesse des véritables modèles. C'est-à-dire, pour moi, le modèle serait de présenter à la jeunesse un professeur d'université, un juriste accompli. Pour moi, et non des footballeurs ou des artistes, je me dis qu'il faut que l'État camerounais essaie de travailler dans ce sens afin que cette jeunesse redevienne civique et que cette jeunesse reprenne confiance, même conscience de ce que la nation nous appartient à nous tous et que... Une dernière question. Les chefs d'établissement, que doivent-ils faire donc justement pour pouvoir maîtriser des actes de violence en milieu scolaire? Oui, les chefs d'établissement doivent travailler. D'abord, nourrir la collaboration avec tout le personnel enseignant, tout le personnel administratif de l'établissement. Il faut une collaboration sincère, parce que quelquefois aussi, il y a certains élèves qui, pour sécher les cours, comme on dit trivialement, passent par le biais de certains enseignants ou de certains surveillants généraux, à travers ce qu'on connaît. C'est-à-dire, il fait ce qu'il y a à faire, il a le droit de rentrer quand il veut et comme il veut. Il faut donc que les chefs d'établissement s'assurent de ce que le personnel administratif de l'établissement fait bien son travail. On a souvent des chefs d'établissement qui ne s'occupent que des frais d'APE à la rentrée scolaire. Et après, c'est tout. Vous revenez avec ces frais d'APE qui ont justement
fait couler beaucoup d'encre de salive ces dernières semaines. C'était Culture juridique de ce vendredi. Nous avions comme invité Maître Léonce Aono, Claire Dussier, qui a bien voulu nous donner son expertise sur la thématique qui nous réunit cet après-midi. Bon, début de week-end, avant de nous séparer, nous serions saluer la charmante équipe qui nous accompagne cet après-midi et bien évidemment l'équipe de production et de supervision et à vendredi prochain.